Bonjour à tous, c'est le grand JT des territoires de rentrée. Dans cette édition, nous allons vous proposer les meilleurs reportages de cette saison. Voici d'ailleurs le tout premier d'entre eux, regardez. À Charles, il passe des prisonniers anglais qui reviennent d'Allemagne. Ils font peur. Ce ne sont que des squelettes. Ces mots sont ceux de Jean Moulin dans une lettre écrite en novembre 1918. Alors jeune soldat de 19 ans, il est envoyé avec son régiment dans les Vosges. L'armistice survient quelques jours à peine avant son départ sur le front. Mais celui qui sera l'un des héros de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale aura été marqué par les images des prisonniers rescapés de la Grande Guerre. Jean Moulin a donc foulé les terres vosgiennes, connu Charmes et Saucourt. En sa mémoire, le village a inauguré une stèle en présence de sa petite cousine et de son mari qui ont transmis à la commune la correspondance de leur aïeul. Il y a effectivement 25 ans que mon épouse a hérité de la maison de famille des Moulins et de tous les documents, les archives familiales qui y sont. Donc on a numérisé depuis une dizaine d'années à peu près 1200 lettres. Nous avons naturellement retrouvé celles envoyées depuis Saucourt par Jean Moulin à ses parents, à sa sœur. On aime beaucoup retrouver les lieux où Jean Moulin est passé. Donc on a passé un coup de fil à monsieur le maire de Saucourt. On a été magnifiquement accueillis par un homme sympathique mais dubitatif qui n'imaginait pas que Jean Moulin était passé par son village. Jean Moulin passera ainsi l'automne 1918 dans les Vosges. Dans ses lettres, il décrit sa vie de garnison, dit apprécier la bonne nourriture paysanne. Apparemment au départ il est content d'être là, il dit qu'il fait chaud, que ça lui rappelle sa Provence. Et puis 2 mois après il dit qu'il fait -12, hein. C'est plus vraiment la Provence. Des souvenirs de jeunesse qui seront suivis d'un destin exceptionnel, celui d'un homme qui dirigera le Conseil national de la résistance pour combattre les nazis. Arrêté, il ne donne aucun nom sous la torture. En guise d'aveu, il dessine une caricature de son bourreau, le chef de la Gestapo, Klaus Barbie. Pour le maire, ce mémorial, c'est une leçon de courage et de patriotisme à ciel ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de donner notre vie pour la patrie? Est-ce qu'on est capable de défendre? Je pense qu'on perdra un peu l'esprit patriotique. Et Saucourt, c'est un petit village qui aura son mémorial où les gens pourront voir que Jean Moulin est passé dans notre région. Jean Moulin, le résistant, mais aussi le plus jeune préfet de France et l'artiste, meurt non loin des Vosges en Moselle, annexé dans le train qui l'emmène en Allemagne. Il repose au Panthéon. Saucourt a rejoint la liste des lieux en France qui se souviennent. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? À Beauvais, un centre de formation dans le domaine de l'informatique organise des ateliers gratuits sur cette thématique. Et pendant 3 heures, les participants peuvent apprivoiser ces innovations et tous les usages qu'elle permet. Mais aussi, vous allez le voir, ses limites. Un reportage de Jérôme Aubron pour notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Je suis à Beauvais, dans cette jolie ville de France. Tu connais Beauvais? Oui, je connais Beauvais. C'est une ville charmante, notamment avec sa cathédrale Saint-Pierre, qui a une architecture impressionnante. Au bout du fil, une intelligence artificielle. Dans la salle, des étudiants, salariés ou chefs d'entreprise, à la fois stupéfaits et perplexes. Ça va super vite, c'est surtout ce qu'on dit, c'est-à-dire aujourd'hui ça va, mais on ne sait pas dans 2 ans ça va empirer. Voilà, donc ça fait un petit peu peur, mais bon, il faut aussi s'adapter. Il s'appelle ChatGPT, Mistral ou encore Midjourney et s'impose comme des outils indispensables, capables du meilleur comme du pire. Les IA sont aujourd'hui au cœur des enjeux professionnels. Dans ce centre de formation, des initiés et néophytes décortiquent ces nouvelles technologies. Vous voulez illustrer un texte, une présentation, un article et vous voulez faire un diagramme. Bon, voilà. Et bien là, il y a une IA, vous sélectionnez un texte, fait un diagramme et on a un diagramme qu'on peut insérer. On peut aussi avoir des IA qui vont analyser des données chiffrées. On va déléguer beaucoup de choses à l'IA pour rédiger, pour résumer, etc. Mais l'IA, en fait, elle peut faire beaucoup d'autres choses. Du traitement de texte à la génération d'images ou encore une traduction express. Certains voient déjà en l'IA un précieux assistant en entreprise. Ça peut simplifier un certain nombre de tâches répétitives. Au-delà de simplifier, ça peut permettre de les automatiser. Ça m'aide à avoir des nouvelles idées, ça m'aide à faire des résumés. Et ça me fait gagner du temps, en général, du temps qui est précieux et que je peux utiliser autrement. Si la formation vise à démystifier l'usage de l'intelligence artificielle, elle rappelle que la machine ne doit pas remplacer l'homme. L'humain a toujours toute sa place, c'est très important, d'autant plus avec l'IA, de garder un esprit critique. De savoir démêler le vrai du faux. Tout ce qui est généré par l'IA, il faut impérativement que ce soit relu, vérifié, corrigé par l'humain. En 1 an, l'organisme a déjà sensibilisé 1000 personnes à l'usage de l'IA.
Des personnes séduites par une révolution numérique qui apporte autant de réponses qu'elle ne pose de questions. Le programme Erasmus est très plébiscité par les jeunes qui souhaitent étudier dans des établissements d'enseignement à travers le monde. C'est le cas notamment pour des étudiants maltais et espagnols qui ont atterri à Fort-de-France en Martinique. Une première pour les locaux qui souhaitent pérenniser ces échanges à l'avenir. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place via ATV. Ce sont les premiers pas de Patricia dans les rues de Fort-de-France. L'architecture de la bibliothèque Schœlcher émerveille l'étudiante madrilène en tourisme. En Espagne, c'est très différent. Je n'ai jamais vu une architecture pareille. Je pense que c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. C'est très impressionnant et magnifique. À quelques monuments de là, Dominique, cet étudiant en tourisme maltais, n'en est pas à sa première fois dans l'arc antillais. Après la Jamaïque, il a hâte de découvrir tous les joyaux de la Martinique. J'ai vraiment hâte de découvrir la Martinique. Je suis très intéressé par la nature. J'espère pouvoir visiter la montagne Pelée et faire des activités aquatiques. Le but de cet échange est aussi de développer la communication entre ces étudiants européens. Ce sont des natifs et nous on apprend l'anglais et l'espagnol, donc c'est l'occasion de pratiquer. Et pour eux aussi puisqu'ils apprennent le français. Et donc c'est vraiment l'occasion vraiment d'échanger. Il est important pour nous, Caribéens, habitants sur une île, de pouvoir rencontrer d'autres cultures en dehors de la Caraïbe. Nous faisons également cette ouverture avec la Caraïbe, mais nous saisissons l'opportunité d'ouvrir notre lycée à l'Europe et aux pays membres de l'Union européenne. Partons à Rennes maintenant, où l'Institut de recherche agronomique va inaugurer une IRM pas comme les autres. Cette fois-ci non pas destinée à la médecine, elle servira, elle, à poursuivre des études sur l'agroalimentaire. Une première mondiale, vous allez le voir, des explications avec ce reportage de TVR à Rennes. Le nouvel appareil d'IRM installé à l'INRAE de Rennes depuis un an est normalement destiné au diagnostic médical. Mais c'est le seul au monde qui a été configuré pour être dédié à 100% à la recherche en agroalimentaire, alimentation et environnement. On va pouvoir mieux comprendre comment le pain se forme chez les boulangers, comment on peut transformer aussi des produits laitiers pour faire des bons fromages et encore une fois, comment on va ensuite les digérer. Donc c'est vraiment unique et très intéressant. Ainsi, les chercheurs de l'unité Opale de l'INRAE ont mis au point des outils spécifiques. Ils peuvent cuire ou congeler des aliments à l'intérieur de l'IRM et ainsi suivre pas à pas la transformation de la structure des produits à l'échelle de l'infiniment petit, de l'ordre de 500 millièmes de millimètre. On peut par exemple suivre le processus de séchage et avec cet IRM accéder à l'information spatiale sur l'eau. De l'échelle du produit jusqu'à l'échelle subcellulaire, par exemple dans le cas des tissus végétaux ou d'un fruit. On peut sécher ce fruit sous IRM et voir comment l'eau diffuse et comment elle est transférée à ces échelles différentes sur un même objet qu'on va suivre au cours de sa transformation. Impossible de filmer cette machine de près. Elle génère un champ magnétique extraordinaire, 30 000 fois plus élevé que dans la nature. Le champ magnétique est créé par un courant qui circule dans un supraconducteur qu'on plonge dans un bain d'hélium liquide à moins 269 degrés. Coût de cet appareil, un peu plus de 1 million, financé par l'État, la région, la métropole rennaise et l'Europe. Boucler les fins de mois est devenu un problème pour beaucoup. La vie est devenue beaucoup trop chère pour bon nombre de Français. Alors pour lutter contre, un restaurateur sartois a eu l'idée de proposer un menu anti-crise pour seulement 8 €. Regardez cette belle initiative, Elisa Cribier pour LNTV Sarthe. Ce mercredi au menu, escalope de dinde à la normande, servie avec un gratin dauphinois ou du riz. Et en dessert, duo de mousse au chocolat blanc et noix de coco. Tout ça pour 8 €, un prix qui soulage le porte-monnaie de ses clients. C'est copieux, c'est bien, et puis il y a la qualité et la quantité. Même pour 8 €, on va signer tous les mercredis. Non mais très bien, franchement, pas déçu de la première fois. À la maison, ça nous reviendrait plus cher que ça. Hein. Des clients qui font parfois une centaine de kilomètres pour venir manger ce menu. Le mercredi, le restaurant sert une 60aine de couverts. C'est 2 fois plus que le reste de la semaine.
Là, on est en début de mois. Encore hier, les gens me disaient bah voilà, j'ai mon argent qui est tombé, j'ai plus d'argent pour finir le mois, quoi. Donc c'est impressionnant. Hein. Et c'est tous les jours, je veux dire, je l'arrange à mon temps rien. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. On s'est dit comment nous, à notre niveau, à notre petit niveau, comment on peut intervenir là-dessus pour essayer de quand même donner un plaisir aux gens. Mais quel est le secret pour pouvoir proposer des prix si bas? C'est soit de la DLC courte, date limite de consommation, soit des grosses promotions qui peuvent arriver. Donc ouais, c'est un jonglage permanent, quoi. Permanent pour qu'on puisse rester sur nos marges et sur le menu à 8, quoi, effectivement. Pour pouvoir rester rentable, le menu ne doit pas coûter plus de 3 € au restaurant. Ce repas anti-crise ne devait pas durer, mais il sera proposé au moins jusqu'à la fin de l'année. Plongeons-nous maintenant dans les coulisses du métier de barista. Entre gestes précis et passion pour l'arôme, il faut se former pour maîtriser l'art du café. Notre partenaire 8 Mont-Blanc a pu suivre une formation en Haute-Savoie. Regardez. Il n'y a pas que le café qui chauffe dans ce coffee shop situé à Annecy, les cerveaux aussi montent en température. À 25 ou 30 secondes, on rajoute 35 et à 55 secondes, on passe au reste. Ça fait une quinzaine d'années qu'en France, il y a des cafés de spécialité où on a découvert toutes ces subtilités dans le café et ses arômes. Alors, des drippers, il y en a en verre, en céramique. Cela fait maintenant 1 an que le Drip Social Coffee Club propose des formations découvertes ou professionnalisantes comme ce jour-là. Au programme de cette seconde matinée, le café filtre, une technique d'extraction plus compliquée qu'elle n'y paraît. Il faut suivre un protocole parce qu'il y a tellement de variables et si on fait n'importe quoi, le résultat ne sera jamais bon. C'est des gestes précis, donc effectivement, c'est pas simple. Noir, au lait, froid ou encore chaud, durant ces 3 journées de formation, le café est étudié sous toutes ses formes, autant sur le côté théorique qu'olfactif. Je leur offre dans cette formation vraiment tout ce qui est sympa d'avoir dans un coffee shop au jour d'aujourd'hui et qui est plus ou moins facile à proposer ou difficile. On va aussi voir les boissons alternatives, tout ce qui est matcha, chai, tout ça, qui se propose dans tous ces coffee shops. Réputé pour être la déclinaison du café la plus instagrammable, le latte fait évidemment partie de la formation. Impossible de passer à côté de ces gourmands dessins, et si lors de la démonstration, le latte art peut paraître simple, la réalisation s'avère plus compliquée. Vous mettez au centre de la tasse et ensuite des petits cercles concentriques, et puis ensuite un peu plus de mousse et puis un mouvement vers le haut pour signer la tasse. À l'issue de ces 3 journées de formation et d'un examen final, les participants peuvent repartir avec un diplôme certifiant de niveau 1. Ils pourront ensuite passer le niveau 2, voire le niveau 3, pour approfondir davantage leurs connaissances. Il était une fois un boulanger et sa technique d'antan, Maxime façonne son pain comme au Moyen-Âge sans électricité. Une technique qui a fait la différence à la dégustation et qui a donc su séduire ses clients. Rencontre avec ce boulanger pas comme les autres, proposé par Moselle TV. Ici, pas de bouton ni d'électricité, seulement le feu, la patience et des gestes anciens. Maxime, passionné par la boulangerie depuis toujours, façonne son pain comme au Moyen-Âge. Ouais, ça tu peux mettre dedans, comme ça passe la flamme. Depuis que je suis ado, en fait, j'ai envie d'être boulanger. Et mes parents ils m'ont dit ouais, tu pourrais être boulanger, mais d'abord fais des études. Donc j'ai fait des études et puis finalement le travail que je faisais d'ingénieur m'a pas plu. Et j'ai dit par contre la passion de faire du pain, je l'ai toujours. Et donc j'ai commencé à en faire plus dans des fours électriques. Et après j'avais envie de passer à la suite, c'est-à-dire faire du pain comme à l'ancienne. Je me dis qu'à terme, c'est cool de revenir aux savoirs ancestraux, puisque tout ce qui est four électrique, c'est pas forcément éternel. Et pour arriver au résultat escompté, il faut s'y prendre à l'avance. Ce qui va différer, c'est vraiment le temps aussi de chauffe. Quand on allume un four à bois, il faut s'y prendre 3 heures à l'avance. Il faut avoir du bois sous la main, il faut avoir découpé du bois. Après quelques pizzas pour lancer la chaleur, Maxime répartit les braises dans le four. La sole doit être bien chaude. J'aimerais qu'il y ait une chaleur uniforme dans tout mon four. Donc je vais tirer les braises. Puis vient le moment de débraiser. Il retire les braises, nettoie la pierre. Le dernier coup de balai pour être sûr. Et là, on est bon. Et enfin, les pains sont prêts à être enfournés.
Une technique qui fait la différence au moment de la dégustation. Il y a aussi un peu ce goût de feu de bois qu'on peut que retrouver dans une enceinte où il y a eu des cendres, où vraiment de la fumée est passée. Et donc c'est comme ça que c'est ce qu'on retrouve vraiment dans les feux de bois, dans les fours à bois traditionnels. C'est une belle fournaise, ça. Maxime viendra partager sa passion lors de l'événement « Il était une fois une ferme » à Center Parcs. Je vais faire une fournée, mais totalement ouverte. Je prépare ma pâte le matin, donc là tout le monde pourra venir pétrir. À midi, je préparerai probablement pizza et tarte flambée, on verra. Et après, à la fin, il y aura le débraisage, l'enfournement, le défournement, et à la fin une dégustation du pain qui sort, et on espère qu'il sera bon. Une activité d'autrefois qu'il exerce avec grande passion, aux côtés des bénévoles et adhérents de l'association. La gastronomie est un symbole de la culture française, bien sûr. Et pour casser les codes, un couple de restaurateurs a décidé d'implanter leur restaurant dans un bus. Chaque jour, ils vont à la rencontre de leurs clients dans un spot différent. Découvrons leur cuisine raffinée et gourmande avec 8 Mont-Blanc, Clarisse Menant. Regardez. Pour ses clients, ce n'est pas un restaurant comme les autres. Ici, pas de repas dans une salle, mais dans un bus aménagé. Un concept lancé par Grégory et Magali depuis maintenant 3 ans. Originaire de Bourgogne, le couple a souhaité innover car désormais ce n'est plus le client qui vient au restaurant, mais le restaurant qui vient au client. L'idée un petit peu, c'était de retrouver ce concept de manière décalée. C'est de se dire, nous on est un restaurant gourmand, mais on n'est jamais au même endroit tout le temps. On choisit des endroits très spécifiques avec une vue, un panorama, un cadre. Pour le menu, 2 formules sont proposées, une de 4 plats et une de 5 plats. Foie gras maison, suprême de pintade aux écrevisses ou encore riz au lait de fraises. Mais le dos de cabillaud sauce morille du chef reste une valeur sûre. Mes poissons, je les cuis à basse température chez moi là-bas, dans les règles de l'art, à 53 degrés, où le poisson il est juste poché et comme ça permet de le conserver. On est sur du produit frais. La cuisine de Grégory allie modernité et simplicité, le tout sous fond de gourmandise. Après découverte et dégustation, les clients sont repus et repartent unanimes sur la cuisine goûtée. Atypique, formidable. Et après la cuisine, alors très fine et excellente. Le bus déjà en lui-même, on a le côté atypique, et puis au niveau des assiettes et les saveurs, le chef, pour l'instant à ce jour, à 7h, excellente découverte. Laissez-moi maintenant vous présenter Corinne, ou plutôt Coco. Cette super mamie de 66 ans repousse les limites du sport. Elle est championne internationale de CrossFit. Traction, musculation, montée de corde, rien ne lui fait peur. Et Puissance Télévision est partie à sa rencontre. Regardez. Il y en a qui disent avec l'âge on ne peut plus faire grand-chose. C'est pas vrai, hein. Ah, c'est pas vrai, on progresse toujours. Quand on se donne les moyens et quand on veut, on peut. La preuve, il y a des choses que je faisais pas il y a 6 mois, que je fais maintenant. Bon, ben, on va aller en s'améliorant. À 66 ans, Corinne n'est pas vraiment une mamie comme les autres. Tricot, mots croisés et canapé ne figurent pas du tout dans son vocabulaire. Moi, c'est du sport, et du sport, et du sport. Le matin, le soir, c'est ce que je sais le mieux faire, donc je fais ça. Depuis 8 ans maintenant, cette retraitée meusienne est tombée amoureuse du CrossFit. Au départ, je suis partie pour 3 séances par semaine. Après, bon, allez, j'en fais une de plus. Et puis, il y avait des séances qui me plaisaient, donc j'ai continué. Puis après, j'ai pris un forfait illimité. Puis plus ça vient, je pense que ça devient une addiction. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Allez. Et à 45 kilos, ça fait une paire de mois que je ne l'ai pas faite. On verra si j'y arrive aujourd'hui. T'y vas, va en dessous, ouais. Yes. Alors voilà. Une forme physique hors du commun à son âge qui impressionne tous ceux qui la côtoient. Stop. Bon, ce sera bon pour aujourd'hui. Ouais, là c'est bon, là, on relâche ça. Je vais me garder des forces pour la suite. Ça c'est pas fini, hein. Tous les jours elle se dépasse, tous les jours elle s'améliore, tous les jours elle m'impressionne. Et franchement, c'est une championne. C'est pas tous les jours qu'on a des personnes comme ça, aussi gentilles, aussi investies dans la discipline. C'est une personne adorable, Coco. Franchement, c'est une athlète au nord. C'est la mascotte, c'est notre mascotte à nous. C'est Coco, c'est notre mascotte. Elle représente la boxe. Ouais. Sandbag. Allez, let's go. Effectivement, quand je montre ça à quelqu'un qui a une 50aine d'années, même moins, hein, ils se disent « Oh là là, mais t'es cinglée, t'es folle, à ton âge, tu te rends compte, tu risques de te faire mal. » Bah, je me suis jamais blessée.
Donc il suffit d'un bon échauffement, d'un bon encadrement, donc avec des bons coachs, et puis tout va bien. Hein. Allez, la corde. Oh putain, c'est lourd. En 2024, Coco figurait parmi les 50 meilleures athlètes mondiales de son âge. De quoi la rendre fière? Pas vraiment. Tout le monde me dit c'est quand même pas mal, c'est beau. Ouais, mais on peut mieux faire. On peut encore mieux faire. Je suis compétitrice, j'aurais bien aimé être la première. Et quant à savoir quand est-ce qu'elle arrêtera le crossfit? Ah ben, j'espère encore continuer une paire d'années. Hein. Ah oui, oui, non, mais en compétition, il y a des gens à 70 ans, ils sont très bons, même meilleurs que moi, hein. Largement même. Hein. J'ai l'intention de continuer, de progresser encore. Vieillir comme ça, oui, ok. Vieillir à rester à regarder la télé, non. Voilà, tout à fait autre chose en France. On compte près de 350 circuits de karting sur des sessions de 10 minutes. Les amateurs de sensations fortes essayent de rivaliser avec les pilotes de Formule 1. Mais connaissez-vous le Super Elec Cross? Ce parc est une adaptation du karting à la moto électrique, un concept unique présenté par Canal 32. Regardez, vroom. Des virages serrés, des bosses et du fun. Bienvenue au Super Elec Cross. L'idée, adapter le principe du karting à la moto électrique. Des sessions de 10 minutes, ouvertes aux pilotes chevronnés comme aux débutants, et 3 parcours à découvrir. On a 3 itinéraires différents et en fait l'idée c'est que les gens puissent passer d'un itinéraire à l'autre à leur guise pendant toute la durée de la session. Et donc chaque parcours a un thème. On a un parcours vert qui est plutôt large et roulant pour les débutants et qui va être assez rapide pour les confirmés. On a un parcours qui va être un peu typé BMX avec des bosses, des virages relevés, une petite série de whoops, donc c'est un enchaînement de petites bosses. Et on a un 3e parcours qui lui va être un peu plus technique. Son concept, unique en France, Julien Sanglé y croit. Lors d'un séjour à la montagne, il découvre les premiers modèles de motocross électrique. Après plusieurs mois de réflexion, il décide de se lancer et d'investir dans ce terrain laissé en friche. Ouvert il y a un an, le Super Elec Cross a déjà ses premiers habitués. Il espère maintenant attirer un public familial, mais aussi des événements festifs et des séminaires d'entreprise. Pour se démarquer, le site mise essentiellement sur les sensations. La motocross en format électrique en a sous le capot. C'est incomparable avec tout ce qu'on peut connaître. C'est incomparable avec une moto thermique notamment parce que c'est des motos qui sont extrêmement légères. On est sur des motos qui pèsent 63 kg, donc c'est vraiment très très léger pour une moto. Comme c'est de l'électrique, en fait, c'est très nerveux au démarrage. Pour vous donner un ordre d'idée, on est capable de faire un 0 à 50 km/h en 3 secondes 9, donc ouais, c'est très puissant. Le Super Elec Cross lançait sa 2e saison le 8 mars. Il sera ouvert jusqu'à l'automne. Et puis maintenant, un coup de projecteur sur une discipline aussi élégante qu'insolite, le cyclisme artistique. Entre acrobatie millimétrée et équilibre parfait, ces pratiquants transforment leur vélo en véritable outil de chorégraphie, une performance à la croisée du sport et de l'art, encore méconnue du grand public. Présentation par notre partenaire TL7 dans la Loire. Le BMX freestyle n'est pas le seul sport artistique sur 2 roues. Le cyclisme artistique existe et c'est tout aussi impressionnant, encore plus lors des épreuves en duo comme ici dans une épreuve nationale à Balbigny. Dans ce sport, on a 25 figures à respecter en 5 minutes. Le but, c'est de respecter les trajectoires. On doit forcément réaliser un demi-cercle. Elles ont une partie où elles sont à 2 sur le vélo, donc comme ici, et on peut être pénalisé en cas de chute de pied par terre. L'objectif, c'est de vraiment respecter la trajectoire du cercle pour réaliser la figure. Comme pour le cycleball, le cyclisme artistique est un sport venu d'Allemagne dans les bagages de Paul Cabourg, mais les vélos ont des spécificités dans les 2 disciplines. C'est un vélo de cyclisme artistique, c'est un pignon fixe, donc on peut aller autant en marche avant qu'en marche arrière. Le guidon peut tourner à 360 et on a également des petits embouts pour commencer, pour pouvoir faire des figures d'abord en équilibre sur ces embouts-là avant de faire des équilibres plus complexes en étant par exemple debout sur le guidon ou debout sur la selle. La différence avec le cycleball, c'est vraiment la forme apparente du vélo où le cycleball, on est principalement debout sur le vélo, que là on peut prendre appui autant sur le guidon que sur la selle. J'ai découvert ça et ça m'a impressionnée et j'ai tout de suite voulu essayer, du coup voilà. Mon papa fait du cycloball
Et du coup, quand je suis née, je venais voir les compétitions. Et à force de grandir en voyant ces compétitions, il y avait de l'artistique en même temps. Et du coup, j'ai dit que je voulais faire ce sport. Le fait que ça soit un mélange de gym, danse, et c'est du surpassement de soi aussi beaucoup. Comme pour le cycleball, 2 clubs existent dans la Loire, à Feurs et à Balbigny. Le bolide de la DeLorean de Retour vers le futur, célèbre film, la 406 de Taxi ou encore la Dodge Viper de Gran Turismo. Florian, un passionné d'automobile, retape et collectionne les voitures les plus connues du cinéma et des jeux vidéo. La Dépêche du Midi a pu le rencontrer et nous faire découvrir ces véhicules mythiques. Regardez. C'est la fameuse DeLorean. La plus emblématique des voitures de police pour moi reste la Crown Victoria. C'est une vraie voiture de police qui a vraiment servi. Et là vous avez le vrai PC avec l'imprimante d'époque. Pour moi c'est un moyen d'assouvir ma passion de l'automobile, de travailler sur les véhicules, de les rénover. Des véhicules après, pas de prestige, mais des véhicules qui sont plus ou moins agréable à regarder, avec une sympathie pour les gens. Voilà, c'était le grand JT des territoires de rentrée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.